bienvenue sur le site du CETI. Donc Ramaterials vous accueille pour l'atelier Retex dédié aux chaînes de valeur d'une part et aux pour appeler les composites de textiles recyclés ou en tout cas des procédés de composites qui pourraient utiliser des textiles recyclés. Je vais d'abord laisser la parole à Jean-Marc pour nous présenter Ramaterials. Merci Jeanne. Alors, elle m'a dit ce matin que je devais faire l'introduction, donc on va improviser. Ik moet dat niet in het Nederlands maken, mais je vais parler français. Bonjour à tous, je suis heureux, Jean-Marc Viennot, je suis le directeur général de Ramaterials. Donc je suis ravi de vous accueillir sur le site pour cette journée de workshop Retex qui est illustrative d'un travail qui a été mené maintenant depuis 3 ans. Avec une collaboration étroite entre les différents partenaires et surtout pour moi quelque chose qui est symptomatique de ce que nous recherchons dans les différents projets que nous accompagnons et dans la philosophie qui est celle de l'équipe et de Ramaterials aujourd'hui positionnée sur les industries de transformation des matériaux et pas que sur les textiles, avec les gros enjeux que sont les enjeux de recyclage, d'éco-conception, de fin de vie, d'intégration des matériaux biosourcés, etc. etc. C'est que ce projet, c'est un projet qui a amené des résultats. C'est un projet qui est très pragmatique au final, ce qui est aussi notable dans un projet européen de cette envergure. Et donc voilà, je pense qu'on est heureux de pouvoir faire un premier bilan aujourd'hui. Il y aura une autre réunion pour clôturer Retex, je crois que c'est février, 23 juin. Ah bon, donc plus loin que ça. Bon, février, ça aurait été court, effectivement, 23 juin. En tout cas, eh bien, je pense que vous allez profiter de cette journée. Il va y avoir tout un tas d'informations. L'ensemble de l'équipe et l'ensemble des acteurs qui sont présents, nos partenaires de chez Santexbel et autres, les industriels impliqués dans cette filière de recyclage sont là de façon à ce que vous profitiez aussi de cette journée pour networker, pour partager, pour poser les questions et penser à la suite. Parce que Retex ne doit pas être une fin, ce n'est que l'introduction à quelque chose qui maintenant doit avancer sur des projets très concrets. Voilà, bonne journée à tous et on aura l'occasion de se revoir dans l'après-midi. Donc rapidement, je ne vais pas parler du programme parce que vous l'avez sous les yeux. Simplement, on aura d'abord effectivement une matinée qui est dédiée aux résultats de Retex pour permettre d'avancer et de continuer sur ces chaînes de valeur qui ont été identifiées avec des échantillons illustrés que vous pourrez voir au fond de la pièce. Et puis une visite du CETI à midi. Avec une présentation préalable du CETI, on va surtout visiter la partie recyclage. Et là, le midi, donc on échange. Et dans les échanges, vous pourrez consulter effectivement les tables, consulter également tout ce qui est fait en procédés composites et des procédés pour lesquels les acteurs cherchent à développer des articles à partir de textiles issus du recyclage. Et donc vous aurez également des témoignages. Donc rapidement, le projet Retex, comme beaucoup l'ont déjà vu à plusieurs reprises, il est né il y a 4 ans. C'est issu d'un programme Interreg pour pouvoir développer les activités transfrontalières entre Flandre, Wallonie et Hauts-de-France. Et donc le projet lui-même l'idée c'est de développer les besoins et les disponibilités en matière recyclée et de développer la demande, des débouchés et également de créer des chaînes de valeur commercialement durables. Donc les partenaires, ils sont ici dans la salle, donc Ramaterials, le CD2E pour le Centre des éco-entreprises en Hauts-de-France, Fedustria, Fédération des industries du bois et de l'ameublement, du textile, bois et ameublement, et Santexbel qui a fait des essais, qui est une plateforme technique textile et plasturgie. Je vais passer le plan. Le plan, ça reprend ce que j'ai dit au début. C'est notamment de créer des nouvelles activités, des nouvelles opportunités, des débouchés, mais avec un focus sur le coton et le polyester, et sur le coton-polyester en mélange. Et donc,
depuis 3 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a consulté les entreprises, soit par le biais des ateliers comme aujourd'hui, soit en visite individuelle, pour identifier les flux entrants et les déchets sortants, pour pouvoir identifier les potentiels besoins des entreprises en matière issue du recyclage qui pourraient être en entrée dans leur activité et leur production. Donc de ce fait, on a identifié 6600 tonnes 55 000 tonnes de flux entrants pour 6600 tonnes de déchets. Et donc ils ont été analysés. Marc du CD2E va vous faire une présentation, un focus sur ce sujet. Et on a lancé 3 chaînes de valeur qui vous seront présentées par Santexbel. Donc rapidement, ces chaînes de valeur, j'en parlais tout à l'heure, c'est 2 chaînes de valeur en mécanique, de la fibre à la fibre, donc en coton-polyester en mélange ou en 100% coton, et de la fibre vers la plasturgie pour le 100% polyester. Et donc des acteurs se sont prêtés au jeu dans le cadre de Retex pour travailler sur ces matières. Elles sont présentes dans la salle, vous pourrez discuter avec eux également. Ensuite, on aura une visite de la plateforme de recyclage du CETI avec Mara Poggio qui est déjà dans la salle et Guillaume qui va bientôt arriver. Et on installera les micros à la sortie. Vous savez qu'il y a une équipe des jaunes et une équipe des rouges. Et donc Mara, c'est l'équipe des jaunes et Guillaume, c'est l'équipe des rouges. Voilà. Et donc, malheureusement, il y avait un nombre de places limité pour la visite. Et si des rubans n'ont pas été consommés, c'est qu'ils sont disponibles pour ceux qui souhaitent faire la visite. Et enfin, cet après-midi, on aura d'abord un état de l'art sur le recyclage sur les composites utilisant des matières issues du recyclage, de plus en plus nombreuses. Et on aura les pitchs des entreprises qui sont venues présenter leurs échantillons. Donc je vais laisser la parole maintenant à Marc. Donc voilà. Tu peux le faire avec ça. Il faut que je l'allume. Oui, oui. Voilà. Je te laisse la parole. Merci. Ah oui, d'accord. Bonjour, merci de votre visite. Je m'appelle Marc Hackett et je suis consultant pour le CD2E. Dans cet atelier, en fait, j'ai prévu un petit ordre du jour que je vous laisse découvrir. Il y a 3 temps. Je vais essayer d'aller assez vite parce que mes collègues ont beaucoup de choses à dire. Alors déjà, je vous ai mis une petite définition. Pendant que vous la lisez, je voudrais vous donner un petit truc didactique. C'est quoi l'économie circulaire ? Ce qu'il y a de circulaire dans l'économie circulaire, c'est la matière, c'est le flux de la matière, pardon. C'est-à-dire, je vais essayer de faire en sorte que ma matière me revienne en fin de vie et je vais même faire durer le cycle de vie pour économiser la ressource. Et ce qu'il y a d'économique dans l'économie circulaire, c'est précisément pour ça que vous êtes là. Il va falloir l'inventer, le modèle économique qui va permettre de faire tout ça. Alors, il y a des dispositions réglementaires, bien sûr, qui permettent de le faire, mais il faut beaucoup d'ingéniosité de la part de nos commerciaux et nos dirigeants pour mettre ça en place. L'économie circulaire, elle se base en gros sur 3 segments, mais le plus important, c'est le consommateur. C'est lui qui est au cœur du sujet, c'est lui qui promeut la démarche environnementale et qui cherche à modérer les différents impacts. Bien évidemment, les acteurs économiques se mettent en marche pour satisfaire cette demande. Et jusqu'à présent, malheureusement, on a une gestion de déchets. Alors j'ai fait une toute petite bulle, mais en Hauts-de-France, la gestion de déchets, c'est 10 000 salariés. Donc c'est pas rien, c'est presque autant que la filière textile en Hauts-de-France. On est en tout cas sur des ordres de grandeur similaires. Si on y regarde d'un peu plus près, quels sont les domaines d'action des acteurs économiques qui vont tendre à l'économie circulaire de leur point de vue? Ça sera d'abord des achats durables. Puis, on aura... excusez-moi, j'ai un problème de vue. Oui, l'éco-conception, bien entendu, l'éco-conception. Je passe rapidement sur l'écologie industrielle, mais c'est un des axes. Et enfin, on va voir l'économie de la fonctionnalité. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous propose d'en reparler après, parce que c'est un peu complexe à appréhender. Ça revient en gros à dire, je vends des kilomètres et pas des pneus,
où je vends des kilos de linge lavé et pas des machines à laver. Donc c'est un concept un peu particulier, mais qui se développe. Ce n'est pas le seul, hein, il y en a plein d'autres. Retex va vous aider sur ces 3 axes-là que vous voyez apparaître à l'écran. Concernant la demande des consommateurs, alors la demande des consommateurs, en fait, le consommateur va essayer d'avoir lui-même une consommation durable. Il peut aussi avoir une consommation collaborative, c'est-à-dire utiliser un bien en commun. Il peut aussi changer les usages. Mais surtout, il va chercher à faire durer le produit. Et donc là, on va trouver des choses assez courantes qui sont un peu perdues de vue, mais qu'on voit revenir maintenant avec les dressings et autres. C'est le réemploi, en l'état pur et simple. C'est la réparation ou la réutilisation. Alors la réutilisation, c'est du réemploi, mais après une intervention technique. C'est-à-dire on a réparé, ou on a ajusté, ou on a repris des pièces pour les assembler. Ce qu'il y a d'intéressant de savoir, c'est que nous sommes au nord de Paris, et nous trions au nord de Paris, jusqu'en Belgique et en Hollande, nous trions à peu près la moitié du gisement français de vieux vêtements. La moitié du gisement français de vieux vêtements, quand on sait que ce gisement de vieux vêtements est composé à 50% de coton de polyester, ça représente, grosse maille, 75 000 tonnes de polyester et de coton autour de nous. Ils y sont déjà. Alors après, comment aller les chercher, comment les travailler, j'en discutais encore il y a 30 secondes. Ça, c'est plus compliqué, mais la matière, elle est là. Notre partenaire EcoTLC, le partenaire du projet, nous aide à trouver tous ces éléments, tous ces chiffres, identifier les centres de tri, etc. Enfin, dernier volet, la gestion de déchets. Alors, l'enjeu, là, je ne me suis pas amusé à faire des petites flèches, je n'avais plus la place. Donc la flèche blanche signifie l'objectif que nous aimerions atteindre, c'est-à-dire de faire émerger du recyclage, des produits de première transformation, tels qu'ils puissent être un jour standardisables. C'est-à-dire que l'enjeu est fort, il ne s'agit pas de faire un coup, dire ben, je vais récupérer ça pour en faire autre chose, mais il s'agit, l'idée, c'est de faire émerger des options, des solutions qui puissent être pérennes et donc quelque part standardisables. Attention, à ce stade, standardisable quand on vient du recyclage, ce n'est pas forcément le même produit que celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Hein, le fil ne sera pas le même, les matières seront peut-être un peu différentes. Il faudra donc reconcevoir vos applications en fonction de ça. Alors, offre et demande. Jeanne a levé le voile un peu sur le sujet. En fait, on est bien ici avec 2 enjeux. C'est d'une part, de faire émerger de la filière recyclage des produits de première transformation qu'on puisse un jour développer à grande échelle et donc standardiser. Et d'autre part, c'est de faire émerger de la filière textile une demande beaucoup plus accrue de matières issues du recyclage. C'est pas facile parce que, évidemment, si vous avez l'habitude de tisser, je sais pas moi, un fil en 1,40 en chaîne et un autre en trame, vous dire demain vous allez prendre des fils du recyclage, ça ne va pas marcher pareil. Donc il faut reconcevoir votre produit. Hein. Mais c'est tout à fait possible et c'est ce qu'on cherche de faire et mes collègues vont vous présenter des résultats. Du côté de l'offre, comment on s'y est pris et qu'est-ce qu'on continue à faire? D'ailleurs, vous verrez, mes chiffres sont déjà différents de ceux que Jeanne a pu présenter. C'est de ma faute, je ne lui ai pas donné les dernières valeurs. Mais bon, elles datent d'hier. En fait, on va essayer d'identifier auprès de la filière textile les principaux volumes d'achat, de sorte à pouvoir indiquer des pistes aux filières de recyclage, ce que pourraient être les futurs produits industrialisés issus du recyclage. Du côté de la demande, comment est-ce qu'on peut intensifier la demande de matières recyclées? Eh bien, mais je passe vite, sinon je vais couper l'herbe sous le pied de mes collègues. Au travers de groupes d'intérêt, on va passer à des phases d'éco-conception et on va essayer d'anticiper les déchets. Voilà. Alors, tout ça, c'est gentil. En fait, on s'est mis au travail en début de projet il y a 3 ans et demi, presque 4 ans même. Et on a imaginé un questionnaire pour rencontrer les entreprises et essayer d'identifier les besoins en termes de matières premières et les rejets ou chutes de production.
On a pu rencontrer une quarantaine d'entreprises et on a une trentaine de questionnaires qui nous permettent d'arriver à ce genre de tableau. Alors, sous les yeux, vous avez une présentation un peu fromagère, mais vous remarquerez que dans la partie camembert, il y a à peu près 90% des matières qui sont en fait regroupées par 6 identités. Alors, on retrouve du coton, du polyester, du polyamide. Vous les avez sous les yeux. Et puis à droite, vous avez, non pas les petits derniers, mais des matières qui sont un peu moins développées. Polyester, coton, 2%, vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Alors quand vous voyez sur le tableau autre mélange ou autre matière, c'est que dans notre questionnaire, dès l'origine, on s'est dit on aura ou on rencontrera des matières qui ne rentrent pas dans les autres cases. Donc on les a rassemblées de la sorte. On a fait le même travail avec les chutes de production, ce qui fait que notre questionnaire n'est pas si simple. Et merci encore à ceux qui sont dans la salle et qui l'ont complété, parce que ce n'est pas si évident que ça. Et là, on s'aperçoit tout de suite que bon, il y a eu un peu de mélange. Un peu plus de la moitié du camembert, cette fois-ci, est constitué de matière en mélange, oui. Il nous reste quand même non mélangé du polyester, du coton, du polypro, oui. Voilà. Donc il nous reste des choses. Alors, partant de là, après, ça c'est grosse maille. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Alors les 6 matières qui étaient dans le camembert, je les ai reprises là. Et cette fois-ci, je les ai éclatées par présentation. C'est ce que vous voyez là tout en haut. Alors c'est un peu difficile à lire, le tableau de chiffres. Je n'ai pas voulu refaire des fromages. Mais en gros, si vous regardez ici, on est non plus à 60 000, à 53 000 forcément. J'ai laissé tomber la partie droite. Si vous regardez ici, 27 000, on est dans les présentations fil. Donc il y a un peu plus de la moitié des besoins de ces 30 entreprises-là qui est constituée de fil. Très vite derrière, on retrouve des granulés. Et puis ici, de la bourre. Vous voyez déjà, il y a une certaine typologie. Et si vous remontez dans le fil, vous dites, tiens, c'est bizarre, le polyamide, 16 000. Donc c'est pas rien. On consomme beaucoup de fils de polyamide. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Pour des raisons de gisement de produits fin de vie, nous, on s'est focalisé sur le coton et le polyester. Et donc, on retrouve ici un total de coton de 5 700 tonnes, un total de polyester à 16 000 tonnes. Et si on regarde que le fil, on est à 1 700 et 8 940. Alors, je me suis amusé, si on peut dire, à essayer d'aller un peu plus finement. Alors, c'est une extraction, ce n'est pas la totalité des infos, mais on peut sortir ce genre d'informations. Alors ça, c'est assez sympa. J'ai pris une plage de Decitex que vous voyez en bas. Alors on a eu un grand discours entre nous. Est-ce qu'on parle de Decitex ou de numérométrique? On a dit bon allez, Decitex, hein, une fois pour toutes. Et si on va du 167 au 1000 Decitex, on est avec des demandes en coton qui atteignent 1400 tonnes par an et des demandes en coton polyester, ça vous ne le savez pas, c'est parce que je ne sais pas tout mettre dans le graphique, qui dépassent les 1000 tonnes. Donc ça veut dire que si on voulait travailler dans cet axe-là, il y a des attentes. Alors est-ce qu'on va savoir le faire? Du 1,60 métrique, ça commence à être sérieux, mais pourquoi pas, hein? Et puis même chose avec le polyester. Alors là, c'est déjà beaucoup plus homogène dans la plage de Decitex. J'ai été trop vite, enfin me semble-t-il, j'ai laissé là-bas le 7 Decitex. C'est clair que là, on est dans le filament. Par contre, on voit très bien ici, sur des titrages intermédiaires, donc 167, 330, 600 ici, et alors là on est dans du très gros. On atteint les 500 tonnes annuelles, et même là, on arrive à 750 tonnes annuelles. Donc, ça veut dire que là, il y a des choses à gratter, il y a des choses à chercher. Alors, bien évidemment, ce sont les chiffres issus d'une trentaine d'entreprises. Ce n'est pas la totalité de la filière. Mais avec cet échantillon-là, on peut se dire qu'on ne se trompera pas si on lance des investigations sur ces titrages-là. Ou si on se trompe, ce ne sera pas de beaucoup. Voilà. Donc voilà l'amorce du chemin vers des produits issus du recyclage qui puissent être, on l'espère, mais là il y a encore des travaux de recherche, etc., une mise au point, qui puissent être industrialisés, voire standardisés. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que j'étais un peu bavard. Enfin, mes collègues vont me dire après, tu as été bavard, Marc. Voilà, je vous remercie. Vous avez là mes coordonnées. Et je pense que les présentations vont être diffusées. Merci beaucoup.
Alors la suite, c'est Daniel. Je ferme ici. Donc, Daniel va vous présenter la contextualisation technique des différents essais réalisés dans le cadre de RETEX. Good morning, everyone. I will give my presentation in English, although my native language is Dutch, but when I give it in Dutch, I'm afraid not many of the French people will understand it. I could also do it in French, but then no one will understand it. So I will give it in English. If you have a question, please do not hesitate to interrupt me and so that I can make it clear. I will give you some information on the technical issues of our textile recycling value chains. First of all, the map of the RETEX region. This map will come back later in the presentation because it's quite important for the setup of the value chains. And also, you will see this year RETEX will end, and then Pierre and me will evaporate, like you said. So this will give a lot of CO2. But before we finish RETEX, we will try to help you to start up as much as possible industrial recycling of textile materials. The ultimate aim of the RETEX project is to encourage the textile industry not to consider this no longer as waste, but as a source for prime material for their own industry, so for the local textile industry. And how can we do the transformation from waste to prime material? That is, of course, by recycling. And the recycling we consider in the RETEX project is not the artisanal way of recycling, for instance, making some patchwork or alternative reuse of used textiles, but we consider real fiber-to-fiber recycling. So we want to transform textile waste into textile fibers, which are the basic material of the textile technology, or into pellets, granulates, with which we can make, again, yarns. And with those yarns, we can weave and knit and do textiles. The textile waste streams, there are two main waste streams. That's end-of-life textiles. This is mainly, but not exclusively, no more used clothing, but there are also other textile materials that can be end-of-life. And this is industrial waste. That's the production waste of the textile producing and processing industry. When we look at the end-of-life, a huge mass of end-of-life is collected through that type of containers. And some key figures. In Belgium, it's about 8.3 kilograms a person a year. That's about 100,000 tons. That's quite a lot. But in that container, everything is through another. It's mixed, totally mixed. So it necessitates a quite expensive sorting process to sort that out. Positive point is the most products that are in that type of end of life have been subjected to domestic laundering. That will be very important for at least the mechanical recycling possibilities. A new type of, an emergent type of end of life waste is the professional clothing issuing from the rental business. Here, the materials are not mixed. These are well-known waste streams, homogeneous, very important for mechanical recycling. And negative point is that most of them have been subjected to industrial laundry. And that will have an influence on the degradation of especially the cotton fraction that is used in that type of clothing. But in both cases, we have to take into consideration that these are used products that are submitted to wear and degradation. Industrial waste, these are the opposite. These are new materials that have a rather known composition. They can easily be selected, sorted separately.
but there's also a very huge quantity available a year. These are figures from the European Union, so it's 16 million tons a year of industrial textile waste. And these are new materials with no wear, or practically no wear, and no degradation. To consider the different ways of recycling, there are 3 pathways that we looked at in the RATEX project. We have the chemical recycling, we have the mechanical recycling, and we have the thermoplastic recycling, or the plasturgy. Chemical recycling is through a number of chemical hocus pocus, chemical processes that transforms waste into raw material. This is applicable on some polymers, polyester, polyamide, and also on cellulosic, mainly cotton, but flax could also be recycled chemically. And it is transformed into a virgin material. So we can rather talk about regeneration instead of recycling in this case. Some examples, cotton. There are different projects running in Europe, Saxcel, Infinited Fiber, Ioncell, Renewcell. And there's already one industrial project, a product available, that's the Refibra fiber from Lenzing. That's the only industrial example of chemical recycling that is for the moment available. But it's not like that, that you can go to Lenzing with a kilo or a ton or an amount of cotton waste. No, they do not accept your waste. So at this moment, it is in Europe not possible to recycle cotton chemically in an industrial way. I think perhaps in 5 or 10 years this will be available industrially. Polymers like polyamide 6 and polyester can also be chemically recycled. There we have for polyamide 6 Econyl. That is the only industrial available recycling possibility for polyamide 6. Polyester, there are some projects starting up in the Netherlands, Cure and Ionica, completely or partially chemically recycling, but they are still pilot lines at this moment. Apart from Teijin in Japan and China, there is no industrial scale chemical recycling of polyester in Europe. And there's also a French company, Carbios, who develops a type of chemical recycling by the use of enzymes, so it's more biochemical recycling. Advantages of chemical recycling, the main advantage is that it leads to virgin materials. You have a new material. These technologies are in full development. Someone called this last year bullshit, but I do not consider that as bullshit, namely that when you do some chemical recycling, you have a chemical recycling process, then you should be able to use chemical technology to clean the waste so that you do not need to sort out before the recycling the different components. So, that you can do a type of selective chemical solving. And also for the removal of impurities, I think chemical technology has some possibilities to do that. The negative point, it is a chemical process. And it is only restricted possible for polyamide, polyester, and cellulose. And it is, like I already said, not yet available on industrial scale in Europe, except for the polyamide 6. Mechanical recycling is a number of purely mechanical processes, cutting and unraveling, that transform textile waste into fibers. And these fibers can then be used to make nonwovens, or if they are long enough, you can spin them into yarns. And that is what we aim at in the RATEX project. And it is applicable on all woven and knitted textiles. In the RATEX project, we have some examples. This is the first example. We received some end-of-life clothing from different sorting companies.
And we, together with La Roche and Utexbel, we tried to transform it into fibers that could be spun into yarns with which this piece of clothing has been made. And this is the second example. It's there, it's Dr. Green, but I will go more in detail later on. Advantages of mechanical recycling. They are all developed processes, technologies that are available in our region. It is applicable on all textile materials that are not coated, that are not laminated, so textile materials in which the fibers are only bound mechanically. And it is a very ecological way of recycling. You only need driving power. Negative, like I said, when it is coated or laminated, you cannot unravel it into fibers. You submit the material to further mechanical degradation, and there's no chemical upgrade. And of course, pollution, color additives are not eliminated in the process. And the third way is a thermoplastic textile recycling. This is a combination of mechanical and thermal processes, at which we transform the waste into granulate, and that granulate can then be used for extrusion or for injection molding. This is, of course, only applicable on meltable materials like polyester, polyamide, polypropylene. These are some examples of results of the tests we have done at Centexbel. Thermoplastic recycling, the positive points is that here also there are well-developed technologies that are available on industrial scale in the Retex region. And one of the materials, polyester, is the most used material in textiles. So there are a lot of industrial waste streams of polyester available for recycling. Negative, okay, again, each time you heat up a polymer to its melting point, it degrades. So you apply a further degradation on the material. Pollution, dye-stuff additives may make it more difficult to recycle it thermoplastically. So it makes the sorting of the material very important. And of course, it's only applicable to meltable materials. The map of the Retex region is important for setting up our experiments. So when we look at the available industry, the available possibilities for recycling, in the chemical recycling, with Retex, we do a type of technology watch. We have contacts with the different projects that are running in the northern part of Europe. And the moment it is possible to do some lab trials, we will do it. Mechanical and thermoplastic recycling, on the contrary, is available, and we have set up and we try to set up some industrial value chains with these two technologies for recycling. This is the map. This is where we are now. And these are the industries that are available in that region. We have some collecting and sorting companies. We have unraveling companies like Minot, like Procotex. We have only 2 spinning companies in Flanders. It's European Spinning Group and Utexbel. Fortunately, we still have some important weaving industry, upholstery, fabrics, decoration textiles, technical textiles also. We have knitting and braiding companies, we have carpets industry, we have non-wovens, and we also have quite some important plastics production and processing industry. These are the available partners for setting up our waste streams, or our value chains. How does such a value chain look like? Of course, we have the generation of the waste. This can be industrial waste, this can be end of life. This waste is then processed, whether by mechanical
whether by thermoplastic processes. Before processing itself, sometimes it is needed to do some sorting, some cleaning, some preparation. And then from then on, it just follows the normal textile technology. We can process the recycled material with the normal industrial available textile technologies like spinning, extrusion, weaving, knitting, and to make a finished product. And the role of RETEX is to evaluate and optimize the technical and economical feasibility of such a chain. These are an overview of the different value chains we developed within the RETEX project. You will see most of them are through the mechanical recycling, but now we also start up or try to start up some value chains on the thermoplastic recycling. On the chemical recycling, the very first mechanical recycling value chain was on end-of-life clothing. This was the very first trials we did. That was at the pilot plant of La Roche in Cour-la-Ville in France. Some sorting companies gave us each a bale of end-of-life clothing, and we asked them to make this bale with cotton, polyester or polyester cotton, white or gray fabrics or knitwear. So, but it was normally all through one another. We tried different pathways in the mechanical recycling, and fortunately, one of the bales existed mainly of hospital clothing. So it was a rather homogeneous waste stream. And this resulted into fibers that could be spun. The Texbel had made different trials, and the definite result was a yarn 4060 polyester cotton with which this fabric has been made. This fabric contained only 60% recycled content, but it was a first step. It was a first proof that it is technically feasible to recycle mechanically and to make a new product with some recycled fibers. Our second value chain was about the same, but on a bigger scale. Instead of a few hundred kilos, we had 2 tons of end-of-life hospital clothing. This type of clothing. And there, contrary to the first try, we removed the buttons and the hard parts before unraveling. It has been unraveled, that we know, into fiber. These fibers have been spun by Utexbel into yarns, woven into fabric, and made up to this piece of clothing you see over there by Van Moer. This is the yarn. It is the definite yarn with which that product has been made. It's 6733 polyester cotton. And in that yarn, there's about 50% of recycled content. Very interesting to see is how the composition of the flow, of the material flow, changed through the recycling process. So we started with 6733 end-of-life polyester cotton clothing. After the unraveling, we had a mixture of 80-20, so already a big portion of the cotton had disappeared. And then after the first steps of the spinning, we had 90-10. So almost all of the cotton has disappeared during this process. And this is simply due to the fact that the end-of-life clothing had been washed 100 times or more on an industrial basis. So industrial washing degrades the cotton. It also degrades a little bit the polyester, but the polyester can resist to that, but the cotton cannot resist to that industrial laundry. So we lose almost all of the cotton during the spinning process, and the
the recycling process. So in the resulting yarn, all the cotton had to be renewed. So it is virgin cotton. The polyester, on the contrary, is mostly recycled. We did the same exercise, but with 100% cotton waste, but not end of life, but industrial waste. This is industrial waste from two French companies, Le Maillot and Petit Bateau. There are waste from the knitting mill and also from the making up, cutting waste from the making up department. We checked the degree of polymerization, the DP of the cotton. It is 2,500, so this is very new, fresh, virgin cotton. It has also been unraveled, this time at Procotex. The fibers have been spun into yarns by ESG. And we came up with two types of yarns in which there was 25% of this waste. 75% was new. Of course, this amount could be higher, but we did not have the full opportunity to optimize the unraveling process. If this is the case, the ratio of the recycled content can be much higher. And one of the products that has been made, but unfortunately we cannot show it today, is this very small sweater. It has been made by Petit Bateau. On polyester, industrial and end of life, we planned two types of value chains. Unfortunately, this one, the mechanical recycling, up till now, we didn't manage to execute it for various reasons, but we still have some time. Perhaps we can do it, perhaps not with end-of-life polyester, but with fin de série clothing that has not been sold in the shops, and that must be destroyed. So we can perhaps try to do a value chain with that type of waste stream. Also by mechanical recycling, making, again, fibers that can be spun into yarns. But we started up some experiments on the thermoplastic recycling. You can see there in the back we have demonstrated, we have some demonstrators. We collected 8 or 9 different waste streams. All of them have been checked for being 100% polyester. And for various reasons, all of them are not fit for mechanical recycling. In the case of the velvet and the fleece, because there are too many short fibers, so you can never have enough long fibers after mechanical recycling. These are monofilaments, and the salvages are also with monofilaments. There are end of life. This is end of life clean air suits. They are microfilaments, so microfilaments are not fit for mechanical recycling, for spinning. So what we did is, in each case, after cutting and preparing, we shredded the waste into flakes or fluff that depended on their structure. And that, when there were flakes, this could be thermogranulated directly into granulate. When it was too fluffy, we had to compact it into pellets and then transform it by thermogranulation into granulates. But since that we work with polyester, we have to crystallize and to dry in this stage before thermogranulation. And that, with that granulates, then we did experiments at VKC with extrusion and injection molding. And this resulted in these examples that you see. In all cases, it was possible to make granulates. And that granulates, as already said, have been used for extrusion and injection molding. We made multi-filament on our master spinner in VKC.
And in some cases, we were able to use 100% recycled content. In other cases, we only could go to 25%. Depends on the parameters of the extrusion. For the tapes, we managed in all cases to use 100% recycled content. And the last experiment was the production of monofilament for 3D printing. And there too we managed to make quite a nice monofilament with a constant thickness of 1.75 millimeters round. That is can be used for 3D printing, and it is also 100% recycled content. And in injection molding, it was also possible to use 100% recycled content. The evaluations of these materials on the granulate, we determined IV, intrinsic viscosity, and DSC, that's the melting trajectory. On the filaments, the tensile strength, and on the molds, we had the impact and tensile strength. And as a kind of criterion for the processability, the machine had, so the extrusion machine had to run at least 5 minutes without problems. Then we could decide that it is processable. All the results are available on the data sheet that are at the exposition of the samples. And some conclusions on these thermoplastic recycling. In most cases, we have a low intrinsic viscosity. This is due to not be able at our VKC lab to dry and to crystallize. All the equipment we have at VKC is developed for treating virgin materials, for treating pellets. When we, on these equipment, try to treat pellets that come from recycling, it is more difficult. So we did not have the optimum conditions to reach a high intrinsic viscosity. And also, of course, each time you heat up and melt a polymer, the properties will degrade. The presence of impurities like spinning, weaving, knitting oils also make it more difficult. And of course, with the presence of dye stuff can give very surprising results, turning yellow polyester into green pellets, for instance. This is due to the sublimation, since we heat up the material in the thermogranulation up to 260 degrees. Some dye stuffs, some components of the dye stuff may sublimate and disappear. Additives like FR agents, flame retardancy agents, may also be a pain in the ass when you do the thermoplastic recycling. Our results concerning tensile strength and elongation of the finished materials are not optimal. Also, most of them are quite brittle, and there are still some other issues, but we look at it in a positive way, and we say, when we can, out of these 8 or 9 value chain examples, make a few more industrial scaled value chains, we have plenty of opportunities for improvement and for optimization. And that is what we will try to set up, some value chains with those polyester waste streams. So this is an overview of the Retex recycling value chains we explored. And this is a kind of parallel from with the different results we obtained. And I just have to thank you for your attention. If you have more questions, I'll be around all day. And now I give the word to Pierre for some economical, interesting facts on these value chains. Thank you. Donc si vous avez des questions par rapport aux aspects techniques, n'hésitez pas avec la présentation des échantillons. Et en plus, je
Je voudrais quand même dire un mot, les personnes qui ont travaillé sur ces chaînes de valeur sont dans la salle, donc si elles veulent bien se manifester ou aller vers les différents échantillons. Donc il y a Jean-Luc Dussard de Minot Recyclage Textile, Jean-Luc Derec du Texbel. Alors Christelle, il y a des personnes que je n'ai pas vues physiquement, donc je ne sais pas si elles sont là. C'est Christelle Mougin de Petit Bateau. C'est une délégation de Petit Bateau, voilà. Et puis qui d'autre encore enfin, en tout cas, je pense. ESG, voilà. Julie Liétard, tu peux te lever. Voilà. Très bien, donc je vais passer la parole à Pierre pour qu'il explique comment on a abordé les aspects économiques du sujet. Alors tu prends juste la flèche. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Pierre Ventrimpon, je suis aussi membre de Santexbel. Et je vais continuer donc, comment dirais-je, sur la lancée du prédécesseur, dans ce sens que je vais aussi vous parler des nouvelles chaînes de valeur donc, ayant trait au projet Retex. La présentation sera en français verbalement et le texte sera en anglais. En de vragen zijn in het Nederlands. Kunt u me altijd straks nog de vragen stellen. Ik blijf hier ook ganse dag. Mais donc en fait mon intervention sera surtout axée sur en fait deux aspects, c'est le transfert à l'industrie. Des chaînes de valeur que nous avons mis sur pied, un calcul aussi du prix de revient pour voir s'il y a une certaine viabilité économique et forcément la recherche tout le temps de partenaires industriels pour vraiment faire ce transfert et pour construire et pour monter les chaînes de valeur. Donc comme mon collègue Daniel Verstraeten vous a énoncé, en fait nous avons travaillé ou nous devons travailler sur trois pistes. On peut travailler sur le billet, on peut faire du recyclage basé sur le recyclage mécanique, ou bien donc aussi la plasturgie, ou bien la chimie. Et comme on l'a dit, en fait, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans notre région qui sont actifs au niveau de la chimie, et donc nous nous sommes surtout focalisés en ce qui concerne les chaînes de valeur, donc sur les deux premiers points étant donc le recyclage mécanique et donc la plasturgie. Commençons par le recyclage mécanique. Je vais retraiter un peu le sujet, mais sous l'aspect, comme je viens de dire, un peu plus économique et plus pratique en direction de l'industrie. Donc recyclage mécanique, et on a commencé avec les chaînes de valeur en polyester coton. D'ailleurs, cette présentation est très intéressante dans ce sens que vous allez avoir l'aperçu complet des chaînes de valeur qui sont en cours, celles qui ont été achevées, celles qui sont pratiquement achevées et celles qui sont encore toujours en pleine opération. Et dans le courant de ma présentation, je ferai aussi un appel aux industriels dont nous avons encore besoin afin de clôturer surtout la chaîne de la plasturgie. Mais j'y reviens. Nous avons commencé en fait notre parcours, comme avait dit aussi Daniel, avec toutes ces sociétés-là, en partant donc, en fait, par les collecteurs trières pour alors ensuite aller chez La Roche, Santexbel et Utexbel, et en fait pour faire un premier test donc sur la base donc de déchets en provenance donc ou bien des trieurs, je vais mettre un peu comme ça, donc en provenance avec des centres de tri, et en fait on a fait de l'effilochage chez la société La Roche. En fait, sur base, des balles en provenance des centres de tri, et aussi, on avait de la chance, on avait aussi une balle qui était pratiquement homogène et qui consistait en des vêtements hospitaliers, donc blancs, des pantalons et des vestes uniquement. On a donc traité, forcément, on a coupé en pièces donc toujours les balles qui étaient à l'entrée. Alors finalement, on a enlevé les points durs dans l'Excel. C'est une opération qui est pas mal, mais quand même qui n'est pas complète. On a toujours encore des points durs, donc des boutons pression qu'on retrouve. Enfin, malgré tout, on a continué, on a encimé, et puis finalement, après l'effilochage, chez la société Utexbel, on a produit un fil, donc un 17 par 1, avec la composition déjà dite d'ailleurs de 60% de coton, qui est du vierge, parce qu'en fait, le coton donc, qui sort des buanderies industrielles, c'est du coton mort, donc il s'est réduit véritablement de façon biblique en poussière. Et donc, en fait, il n'y a plus rien que en fait, le polyester qui reste. Mon collègue a dit qu'il y a encore 10% qui reste, c'est très bien, c'est juste, mais en fait, pratiquement pour industriel, il n'y a plus rien qui reste. Le coton, il faut le remplacer complètement. Et c'est ce qu'en fait, on va remplacer quand on veut faire du recyclage classique, mécanique, en fait, sur base du polyester coton. Bon, en fait, on a produit cette salopette grise. D'ailleurs, les échantillons sont derrière aussi. Donc, le long de la fenêtre, vous allez voir une longue table oblongue
où non seulement vous allez avoir tous les échantillons de la chaîne de valeur ou des chaînes de valeur plasturgie, mais donc aussi ce qu'on va dire concernant donc, le polyester coton, ainsi que le 100% coton. La plupart des échantillons, donc des photos que vous voyez là, sont pas derrière. Donc il y a zéro photoshopping ici, hein, donc tous les échantillons sont là-bas. Bien. Donc en fait, on a fait une première boucle sur 300 grammes, donc 300 grammes au mètre carré. C'était encore toujours un tissu assez oui, comment dirais-je, assez lourd quand même. C'est bon pour des salopettes, pour des vêtements industriels, des vêtements de travail. Mais donc, et en fait, avec un taux de recyclage finalement pas encore tellement haut, mais c'était en fait boucler la première fois la boucle. Quand on fait du recyclage, et on veut être pratique et on veut faire quelque chose de concret. Il faut un peu arrêter le blabla et dire, bon, on va d'abord essayer de boucler la boucle, on va essayer de passer au gué la rivière, là où la rivière est la plus étroite, et puis ensuite on peut refaire des boucles en plus et améliorer forcément le procédé. C'est ce qu'on a fait au niveau du polyester coton. On l'a moins su le faire sur les autres chaînes de valeur, vu que le projet ne dure que 4 ans, et que en fait la fin du projet se pointe à l'horizon. C'est quelques photos de chez La Roche, où en fait on coupe donc les balles de vêtements qui viennent des centres de tri, on les coupe de façon longitudinale et puis transversale pour en faire donc des parts plus ou moins, des pièces un peu moins de A4. Et ces pièces sont alors passées à l'Excel pour enlever donc les points durs. Et ensuite, en fait, on va laisser filocher. Et c'est cette masse fibreuse-là qui se trouve d'ailleurs aussi en fin de salle qu'on a alors donc essayé de filer avec succès chez Utexpert. Qu'est-ce qu'on a appris à ce niveau-là? Parce qu'en fait, c'était encore toujours le grand test pilote. On n'était pas encore passé sur les machines industrielles véritablement à 100%. On a de toute façon appris que en fait, tous les lots donc, qui viennent des centres de tri sont beaucoup trop impurs, sont beaucoup trop hétérogènes. Et qu'en fait, on a d'ailleurs fait le test nous-mêmes. Quand on prend un lot de mélange 100% venant des centres de tri et on essaie d'en faire une masse fibreuse, on a en fait des fibres qui sont trop courtes pour être vraiment industriellement viables. On a fait le test nous-mêmes en sélectionnant les balles en provenance du centre de tri. Hein, au niveau quand on était chez La Roche, on a fait une sorte de petit campement. Là, on a vraiment ouvert toutes les balles, c'était magnifique. Et donc, en fait, on a resélectionné, on a éliminé tout ce qui était les velours. Et en fait, on n'a plus tenu que les pièces qui étaient vraiment sans point dur et qui étaient, disons, des tissés, mais certainement pas des velours. Et donc, automatiquement, en réeffilochant ces lots-là, on avait déjà une longueur de fibre qui était déjà plus viable. Ce n'était pas encore le top, ce n'était pas encore la gloire, mais ça nous donnait en fait une meilleure impression, un meilleur résultat. Et forcément, quand on passait à l'effilochage, vraiment du lot homogène, étant en fait des vêtements en fin de vie en provenance d'un centre hospitalier, enfin, par le biais forcément d'un lavoir industriel, là, on a vraiment obtenu des longueurs de fibres, disons, de plus ou moins 1,5 à 2 cm de longueur, qui étaient viables pour le filateur, qui était d'ailleurs Jean-Luc Deray, qu'on l'a présenté, hein, donc, qui était présent aussi, qui a dit, bon, ça, on peut essayer à faire. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on avait appris. Si un centre de tri veut faire du business, ils vont devoir sélectionner de façon beaucoup plus rigoureuse que c'est le cas aujourd'hui. Hein. Forcément, si on peut sélectionner par coloris et si on peut éliminer les points durs, c'est mieux aussi. De toute façon, si on va devoir passer à l'échelle industrielle, on va devoir éliminer tous les points durs à 100%. Pas 90,99, 100%. Surtout quand on passe en fait à travers une ligne de filature classique, on passe à travers une carte, il n'y a pas question qu'il y ait encore des points durs. Bon, ça c'était en fait les premiers tests. On est repassé au niveau industriel. Là, on a fait plus ou moins 1,5 tonnes. Les vêtements en fin de vie venaient de Van Moer et donc ils ont été délissés chez Arcor, qui est un atelier donc protégé, ont été filochés chez Minot à Billy Berclos, ont été refilés et tissés chez Utexbel à René et puis reconfectionnés chez Van Moer. En fait, c'est notre Greta Thunberg locale. En fait, c'est Dr. Green. Hein. Donc, on n'a pas l'argent pour pouvoir attirer Greta, donc on a toujours Dr. Green. J'étais content de le voir arriver ce matin, Jean-Luc. Voilà. Bien, passons au sujet de façon sérieuse. On a donc retraité 1,5 tonne de vêtements hospitaliers donc blancs. Et donc là, on a vraiment enlevé donc, tous les points durs. On les a forcément alors effilochés, même façon de travailler. Et puis on a forcément, c'était la deuxième fois qu'on passait à travers de la boucle. Donc une fois qu'on passe la deuxième fois à travers la boucle, on essaie de s'améliorer à tous les niveaux. C'est-à-dire on essaie d'affiner le titre du fil, on essaie d'augmenter le taux de matière recyclée. C'est ce qu'on a fait ici de façon... Et un on, c'est toujours un pluriel, hein, parce que c'est tous les partenaires. Quand je dis on, quand je dis nous, c'est tout le monde. Hein. On a donc en fait refait du open-end, mais cette fois-ci avec du 67% de polyester, 33% de coton. Il n'y a que le coton qui est vierge.
tout le polyester, c'est du recyclé. De ces 67%, il y a 50% qui est en provenance de Retex, en fait. Hein. Et il y a donc la différence. Vous allez me dire, mais alors les 17, c'est quoi? Les 17%, c'est du polyester également, donc, mais issu de bouteilles. Donc c'est aussi du recyclage, donc c'est aussi du polyester recyclé. Et comme disait le prédécesseur, en fait, il y a que le polyester qui survit, en fait, et le coton meurt. Et donc il y a le coton qui doit être remplacé pratiquement à 100%. Quand on parle au niveau donc de vêtements qui ont eu un lavage industriel. Hein. Le lavage donc comment dirais-je, ménager sera moins dur et là on peut espérer retrouver un peu plus de coton. Mais bon, c'est assez marginal tout ça. On a affiné le titre, on est passé à un 30 par 1 et donc on a refait le tissu qui est d'ailleurs ici, hein, et puis le vêtement aussi, donc le Dr. Green avec 210 grammes, donc on est passé de 350 plus ou moins à 210 et forcément d'un titre de 17 à 30. Quelques photos donc, de l'atelier protégé. Donc, ça, c'est l'arrivage des 2 tonnes plus ou moins. Et donc, c'est le traitement des points durs. C'est assez manuel. Et donc, c'est sûr que là, à ce niveau-là, on a essayé d'évaluer les prix de revient de toutes ces opérations, vu qu'il y a quand même un aspect économique, de viabilité économique qui est attenant à ce projet. Mais bon, il n'y a pas photo, enfin si, il y a photo, mais sur la photo, on voit qu'en fait, il y a plein de choses encore à améliorer. Il y a certainement aussi un degré de robotisation à introduire. D'après moi, la réalité de demain sera une combinaison entre le manuel, hein, pour des ateliers protégés, combiné avec un certain degré de robotisation, combiné aussi avec un certain degré d'éco-conception. Mais on y revient. D'ailleurs, parlons-en de l'éco-conception. En fait, on va vraiment devoir repenser le sujet. Donc ça c'est pour les créateurs en fait. Hein. On a forcément quand on traite 2 tonnes de vêtements hospitaliers, ce sont des vêtements en provenance de différents hôpitaux et donc ils ont tous leur logo. Hein. Forcément il y a des créateurs qui veulent un petit logo rouge, ils veulent un petit logo bleu avec un petit bouton là, un bouton là-bas et alors des petits machins par là. Et puis il y a ici un truc, un RFID dans cette poche, mais chez les autres on retrouve ça dans le revers. Enfin c'est pas croyable. Ce qu'on trouve comme truc, et donc on passe son temps à trouver tous ces trucs, et donc ça coûte énormément d'argent, et c'est ce qui fait que le process ne devient pas industriel. Donc ici, l'éco-conception va devoir jouer à l'avenir, et je peux vous jurer qu'on a juré quand on a dû traiter cette masse-là, parce que c'est toujours différent. Et forcément, il y a aussi les logos. Mais donc, puisqu'on voulait faire un projet industriel et aussi économique, on ne sait pas trop. Allez, on a seulement éliminé les points durs. Et on n'a pas éliminé, par exemple, les logos. Je ne sais pas s'il y a encore un autre exemple. Non, il n'y en a plus. Et donc, il y a parfois des logos ici en broderie rouge, en broderie verte, n'importe quoi. On les a laissés. On ne les a pas enlevés parce que ça coûtait trop d'argent. Et bon, vu qu'on voulait faire quand même quelque chose de viable, on a dit on enlève seulement les points durs et puis tout le reste, on passe à la machine. Il y avait par exemple aussi les étiquettes. On dit, oh, qu'est-ce que ça va donner les étiquettes? On les a laissées. Des étiquettes en sorte de papier dur collé. On a tout laissé dedans et finalement, le monde est plus simple parfois qu'on le croit. Parfois, en fait, le sort nous aide et donc ces étiquettes tombent dans le cellier lors du cardage. Donc en fait, ça a l'air d'être un problème, mais ce n'est pas un problème. On ne les a pas enlevés et c'est bien qu'on ne les a pas enlevés. Mais donc le gros problème aussi, c'est le RFID. Hein, donc le RFID, il y a vraiment une certaine normalisation à faire pour éviter en fait, qu'on ait trop de travail au niveau du délissage parce que c'est une des très grandes pierres d'achoppement pour l'industrialisation complète donc du recyclage mécanique des vêtements en fin de vie. Excusez-moi que je réside assez longtemps sur ce point-là, mais c'est important. Et puis en fait, donc les balles après délissage sont arrivées chez Minot, et donc ça c'est l'arrivage. Enfin, on a ouvert les balles et puis on les a en fait effilochées, et donc on les a réemballées en direction donc, de Utexben. Et ça, vous l'avez déjà vu, en fait, ce sont les 2 premiers. Ça c'est la première boucle, et c'est disons la deuxième boucle. On a aussi essayé de faire un calcul de prix de revient. Et en fait, on a 2 grands cadres donc, au niveau des prix de revient. J'ai essayé de vous expliquer. Je sais que c'est un peu petit, mais bon, il n'y a rien à faire. Si je réduis vraiment tout, il n'y a plus rien à expliquer à ce moment-là. Il y a 2 cadres. Le premier cadre, c'est en fait le recyclage mécanique donc des vêtements en fin de vie. Quand vous voyez EOL, EOL ça veut dire End of Life, fin de vie. Le deuxième cadre, c'est le même recyclage mécanique, mais alors sur les lots homogènes, c'est-à-dire les vêtements hospitaliers, c'est-à-dire les parents, si je puis dire, donc de Dr. Green. Ensuite, donc on va commencer avec le cadre du bas. Qu'est-ce qu'on a étudié? On a essayé d'étudier la différence. Donc quand on voit delta, c'est la différence du prix, en fait, du prix de la masse fibreuse au niveau du ruban. Donc on a en fait dit, voilà, je suis dans ma filature, j'ai un ruban
avant que je vais vers le continu à filer, mon ruban il a un certain prix. C'est-à-dire il y a une masse fibreuse dans ce ruban. Cette masse fibreuse qui est dans ce ruban, ça a un prix X quand c'est de la matière vierge. Ensuite, on recalcule le même prix pour la masse fibreuse qui est dans ce ruban, mais avec les quantités de masse, enfin les fibres recyclées rajoutées. Donc en fait, le ruban recyclé, disons, sera comparé au ruban vierge. Et donc c'est ce delta-là. Et quand la formule est ici en bas, je m'excuse pour la petitesse de la littérature, mais enfin, disons, on déduit finalement, donc, si je peux encore bien le voir, voilà, on déduit le prix de revient donc des matières vierges, moins en fait le prix de revient des matières recyclées. Ça veut dire que si on est dans le plus, c'est pour ça, c'est un peu pour la psychologie, quand on est dans le plus, ça veut dire que finalement la matière recyclée ou le ruban consistant en partie en matière recyclée, il est moins cher que le ruban en fait, qui est construit sur base de matière vierge. Qu'est-ce qu'on voit plutôt quand on regarde dans le cadre du bas, donc ça veut dire c'est d'ailleurs le cadre avec le plus de succès, hein, ce sont vraiment les vêtements hospitaliers, les lots homogènes en provenance du lavage industriel. C'est qu'en fait, quand on met les chiffres, on a deux niveaux. On a un niveau ce qu'on appelle pessimiste et optimiste. Le pessimiste, c'est un peu spécial pour le dire, mais enfin, moi j'appelle pessimiste les mesures que nous on a mesurées. C'est-à-dire que dans notre projet, on a mesuré X, eh bien, on le met dans le prix de revient comme tel. Il faut quand même savoir que ce ne sont pas des runs industriels incroyablement longs. Notre tonne et demie est passée chez M. Minot en 1 heure et quelque chose, et c'était parti. Donc on n'a vraiment pas eu des temps, enfin, les lots doivent être encore plus grands pour avoir des données encore plus fiables. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on a remis, en fait, on a mis dans notre modèle, donc en fait, on l'appelle le modèle pessimiste, on a mis les données comme on les a récoltées, et finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une marge encore de moins 10. Ça veut dire que la matière vierge est quand même, plutôt la matière recyclée est 10% plus chère que la matière donc, vierge au niveau du ruban. Par contre, quand on optimise, parce qu'en fait, il y a 2-3 trucs à optimiser. Un, en fait, quand on regarde au niveau donc, de l'effilochage, vu que c'était assez court, on peut optimiser un petit peu le rendement de la matière. 1. 2, je vous l'ai déjà dit, maintenant ça revient sur le plateau, hein, le délissage a été une opération manuelle. On a bien vu qu'on a eu des pertes de temps qui ne sont pas normales, dans ce sens que si on se met à délisser sur base d'un tonnage énorme et qu'on commence à apprendre une méthodique en fait, d'approche, on va améliorer le timing. Donc on a essayé de récalculer qu'est-ce que ça nous prendrait comme temps pour délisser une fois qu'on fasse ça de façon vraiment professionnelle et à long terme. Donc il y a une certaine courbe d'apprentissage qui puisse s'instaurer. 1. 2, donc 2, j'avais déjà dit, en tenant compte que l'effilochage était un peu trop court, qu'on peut avoir légèrement des meilleurs chiffres. Et 3, et ça, c'est pas sans importance, on a toujours travaillé avec un atelier donc, protégé, mais en fait, on a aussi des contacts avec le ministère de la Justice côté belge, et donc il y a aussi des usines carcérales, si je puis dire. Dans le monde carcéral, il y a des usines aussi, où en fait, ils demandent en fait, de faire des travaux pareils. On a aussi eu des offres de prix. Et bon, le reste, c'est une évaluation à faire par d'autres personnes, mais donc les prix de revient, les prix par heure sont encore moins chers que dans un atelier protégé. Donc on a mis tout ça dans le modèle et en fait, ça nous a donné une version optimiste. Et alors à ce moment-là, on commence à déjà avoir un gain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà la matière recyclée est 5% moins chère que la matière vierge. Puis, je vais aussi encore vous expliquer la différence entre le jaune et le blanc, mais laissez-moi d'abord peut-être terminer le raisonnement. Donc en introduisant les éléments que je viens de vous dire, on commence à rentrer dans le gain, et puis ensuite on passe de 5% de gain à 14% de gain, donc on gagne 10 points de rentabilité, tout simplement en disant, eh bien, si maintenant on prend cette situation optimale et qu'on n'ait plus de logistique, je sais bien, c'est un peu idiot à la limite, mais j'ai éliminé tous les frais de logistique en disant, tiens, si on mettrait tous au même endroit, ce n'est pas tellement surréaliste, hein, parce qu'en fait, les centres de tri pourraient faire le délissage, il y aurait un transport chez le filateur, il effilocherait lui-même et continuerait avec la filature, donc il y aurait un seul transport. Donc on n'est pas tellement loin de la réalité non plus, si on élimine tout simplement la logistique pour voir où on en vient, on passe de 5 à 14%. Donc en fait, bien jouer avec la logistique, ça nous rapporte 10 points donc en rentabilité, c'est pas rien. On le savait déjà, mais enfin l'avantage du modèle, c'est que maintenant on commence à sentir un petit peu de quoi on parle. Maintenant, il y a encore toujours dans ce modèle-ci, encore une différence entre le IUPS, IW plutôt, c'est donc Industrial Waste, déchets industriels, et ici RPET, c'est le recyclage du polyester recyclé des bouteilles.
Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a toujours travaillé sur base donc, des blocs jaunes. C'est pour ça que je vous ai dit moins 10, plus 5 et puis plus 14. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le projet ici du Dr Green, on a mélangé, donc pour dire vraiment en détail, on avait donc 67% de polyester recyclé et 33% de coton vierge. Ces 67% de polyester recyclé s'explosent en 3 éléments. Il y avait donc le 17% des bouteilles, ça j'ai déjà dit, puis il y a 50% qui sont vraiment du rétex, ça c'est ce que Daniel avait déjà dit, mais en fait dans ces 50% de rétex, il y a 25% d'effilochés et 25% de déchets de filature, 100% déchets. Et donc c'est pour ça qu'on a encore une différence entre les UEPS et les RPET, parce que le jour où, et c'est un peu contradictoire pratiquement, où la filature n'aurait plus de déchets à soi-même, il serait obligé d'aller chercher du polyester de bouteilles sur le marché. Et donc, ce n'est pas intéressant parce qu'alors, on enfonce vraiment la marche bénéficiaire. Donc, je vais me faire lyncher quand je vais dire qu'en fait, il faut toujours avoir un certain niveau de déchets dans sa filature pour avoir un bon prix de revient. Bon, il faut peut-être couper la caméra là. Bien, pourtant, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on a fait la différence entre les deux. Mais donc, c'est intéressant pour un filateur. S'il a des déchets, en fait, on a vraiment trouvé une route pour aussi rentabiliser complètement donc, les déchets qui autrement étaient voué à l'incinération ou je ne sais pas, ou à un non tissé, qui est quand même une valeur beaucoup plus réduite. Hein. Et vu que le projet veut quand même réaugmenter la valeur des produits finaux, c'est sûr que c'est une route très viable aussi pour un filateur pour pouvoir en fait traiter des nouveaux flux, enfin des flux qui autrement étaient condamnés. Si on repasse au cadre du haut, là en fait tout est pratiquement négatif. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait les centres de tri, end of life, ont en fait un élément de frais en plus vis-à-vis du cadre du bas. En effet, tous les frais logistiques de la collecte et du tri du vêtement en fin de vie, c'est un frais qu'on ne retrouve pas dans le cadre du bas. Forcément, ça vient en bloc d'un lavage industriel. C'est déjà homogène. Ils n'ont qu'à le jeter dans la benne et rouler la benne dans le camion et vlan, c'est parti. Par contre, le collecteur-trieur, lui, doit disposer des bennes dans les villes, doit aller les disposer, doit aller les récolter et ensuite on va faire son tri. C'est un prix donc en fait qui se rajoute et qui fait que la rentabilité est beaucoup moindre. Et ça se voit ici aussi. Je n'ai pas dit que ce sont les chiffres qui sont incroyables, mais ça vous donne quand même une bonne idée de la sensibilité des données et des modèles. Je vais y revenir aussi pour le coton à 100%. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? En fait, ce que j'avais déjà dit en fait, récemment, je ne vais plus le répéter. En fait, ce que je voulais peut-être encore ajouter, c'est qu'ici, c'est important, ça on n'a pas encore touché vraiment. On a toujours voulu faire un projet qui se base sur les outils industriels comme ils existent aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, pour les textiliens, pour n'importe quel industriel d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'avoir un outil qu'on peut employer ou réemployer dans le cadre du recyclage. Et si on a des modifications à faire, eh bien on les fait, mais alors des modifications de préférence mineures. Comme ça coûte peu et ça rapporte beaucoup. C'est ça le but de l'économie et ça reste valable depuis les 5000 dernières années. Et donc en fait, ce qu'on a quand même constaté, c'est que les constructeurs de machines doivent quand même repenser en partie leurs machines. Je pense par exemple à La Roche qui en fait produit de très bonnes effilocheuses, mais qui en fait sont des machines qui vont vraiment bousiller complètement la matière quand elle se présente. Ils rentrent des vêtements, ils vous sortent des fibres complètement idiotes, beaucoup trop courtes. On ne sait rien faire avec en tant que filateur, c'est rien quoi. Donc ça veut dire qu'ils doivent repenser leur machine et ils savent le faire parce qu'ils ont le savoir-faire. C'est pas ça le problème, mais ils doivent repenser leur machine pour vraiment avoir un effilochage beaucoup moins agressif, beaucoup moins brutal, afin de respecter la fibre. Je leur ai déjà dit. Messieurs, il faut avoir du respect pour la fibre. Donc c'est important. Et ce n'est pas seulement eux, hein. Il y en a d'autres aussi. On a déjà constaté le même fait chez d'autres constructeurs de machines. Logistique, je l'ai dit, et vous l'avez vu, ce que ça rapporte. Donc il faut certainement bien penser tout ce qui est logistique aussi avant de démarrer un business de ce genre-là. Et forcément, les lots de préférence homogènes. Là, il y a un début de business model qui est viable. Et forcément aussi... mais ça c'est plus pour l'industriel même, si on a certains flux de déchets dans sa propre... dans notre cas c'était la filature, mais ça peut être n'importe quoi demain. Certains flux peuvent alors retrouver une nouvelle vie beaucoup plus viable et ça supporte réellement aussi le prix de revient et le modèle économique et la viabilité économique du recyclage en tant que tel. Donc c'est un système qui est intégré. Hein.
je dirais ça c'est la même chose, mais je serai plus bref, je vous le promets. Sur tout ce qui est 100% coton, on a en fait refait le même exercice sur le 100% coton, avec d'autres sociétés, avec Le Mailleux et Petit Bateau comme fournisseurs donc, de matières premières, c'est-à-dire donc ça sont des chutes de salles de coupe, ça veut dire que c'était du coton qui n'a jamais été lavé industriellement, donc c'est du coton jeune, frais, et moulu, pimpant, tout ce qu'on veut. Il n'a pas été donc bousillé par la chimie. C'est une grosse différence parce qu'on voit très bien aussi la qualité de l'effiloché est beaucoup mieux aussi que l'effiloché de celui qui a été lavé industriellement. Effiloché chez M. Douchy, Procotex, et puis ESG, Madame Lietard est dans la salle, c'est l'affilateur, et puis donc Petit Bateau, il y a une grosse délégation qui a donc refait des vêtements sur base donc de la maille qu'ils ont produite en fait en provenance des déchets. En fait, on a refait le même parcours, on ne va plus le détailler. Ce qu'on a surtout produit, enfin, c'est la filature a produit donc toujours de l'open-end, mais donc 2 titrages, un 10 par 1 et un 24 par 1. Du 10 par 1, donc Petit Bateau a retricoté du molleton, et le 24 par 1, donc on a retricoté chez Petit Bateau du Jersey, qui ont été en fait donc convertis en vêtements. Donc ici, je m'excuse pour la photo, je vais en reprendre une nouvelle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais donc le tronc s'est un peu rétréci, pourtant ce n'est pas le cas. Donc c'est un très beau vêtement qui a été fait par Petit Bateau, et aussi un sous-vêtement aussi qui a été produit donc sur base du Jersey, respectivement le molleton en fait que je viens de prononcer. Si on regarde les prix de revient des procédés, là aussi, donc, et la première ligne pour ceux qui veulent poser une question intelligente, c'est vraiment 0. Hein. C'est parce que le résultat est après la virgule. Donc on a arrondi au chiffre avant la virgule. Donc c'est vraiment 0. Donc qu'est-ce qu'on a fait comme différence ici? Donc on a à nouveau calculé le delta. Hein. C'est ce que je viens d'expliquer. La différence donc, pour le prix pour le ruban, disons vierge, ou le ruban avec un certain taux de matière recyclée. Le taux de matière recyclée, vous voyez, on a fait 3 modèles. On a fait 25% de recyclé, 50% de recyclé, 75% de recyclé. Je sais bien, notre test n'a porté que sur du 25%. Je ne l'ai peut-être pas dit clairement, mais ici, donc, en fait, ce fil, c'était du 25% donc, de coton recyclé et 75% de coton vierge. Excusez-moi, je l'avais oublié, j'ai été trop vite en besogne. En fait, il y a à nouveau deux grands groupes, disons, ou 2 sortes de familles. Il y a à nouveau le Industrial Waste, c'est en fait le projet comme on l'a fait, hein, c'est-à-dire donc ce sont des salles de coupe, des chutes de salles de coupe qui ont été en fait effilochées. Mais j'ai aussi essayé de refaire l'exercice avec donc des fins de série FDS, c'est en anglais, mais FDS c'est français, c'est fin de série, hein, parce qu'en fait là aussi ce sont des lots homogènes. Les fins de série, c'est énorme le nombre de fins de série qui se présentent dans le monde. Et bien sûr, ils ont des points durs, hein, tandis qu'en fait, les chutes de salles de coupe n'ont pas encore de points durs. Mais ici, ça c'est un avantage, ils n'ont pas encore été lavés. Ils ont été teints une fois, je suis d'accord, ils ont été lavés après teinture ou après impression, mais ça n'a pas vraiment eu les 50 ou les 100 ou les 120 lavages industriels qui sont typiques pour tout ce qui est le vêtement de travail. Donc, c'est quand même une famille intéressante aussi. Donc, j'ai refait le calcul pour eux aussi. Quoique chez nous, le test a surtout eu trait à les 3 premières lignes. On a refait le même exercice avec les optimisations, le pessimiste, l'optimiste, et puis en éliminant complètement tout ce qui est la logistique. Et on voit aussi qu'il y a une certaine logique, disons qu'il y a quand même aussi un business case au niveau donc, viable, plus ou moins, qui est donc sur base du 100% pour la chaîne de valeur 100% coton. On passe aussi à nouveau de 5 à 13% en éliminant la logistique. Donc en fait, la logistique, c'est pratiquement aussi important que le procédé en tant que tel. Enfin, en tout cas, pour ce cas de figure-là. Par contre, quand on passe sur les fins de série, il faut éliminer les points durs. Donc on arrive nouveau sur cette histoire de délissage. Et donc ça fait qu'en fait, ici, on retombe dans le zéro et on peut faire toutes sortes de trucs qu'on veut. On reste toujours plus ou moins dans le zéro. On peut faire des longues histoires, on peut raconter longuement, mais ça reste négatif. Mais c'est parce qu'il y a ici un frais supplémentaire qui se pointe à l'horizon, c'est en fait le délissage. Donc il y a vraiment beaucoup à faire encore à ce niveau-là. On a déjà traité le sujet aussi dans le cadre des Retex, mais vu que les 4 années sont pratiquement passées, on a essayé de faire aussi des choses là, j'y reviens brièvement. Et donc quand on regarde aussi, en fonction du taux de recyclage, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, en ce sens que si on est dans le bon, on reste dans le bon. Mais forcément, en fait, en augmentant le taux de matière recyclée, on augmente même un tout petit peu encore la marge bénéficiaire. Passons à la troisième, en fait c'est la deuxième famille, hein, c'est le recyclage thermoplastique. Donc le 100% polyester value chain, Daniel l'a déjà dit,
quand on a des matières premières, en fait, enfin, des matières premières qui sont des déchets, mais bon, on appelle ça de plus en plus des matières premières, vu que ça vaut quand même de l'argent si on veut, et quand on y pense bien, et qu'on essaie de trouver des solutions. Tout est aussi en fond de salle. On a donc 9 flux qui ne peuvent pas être retraités de façon mécanique. Donc ce qu'on vient d'expliquer il y a 5 minutes. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? À ce moment-là, on doit essayer donc de retraiter les flux de... C'est toujours du polyester 100%. C'est important aussi. Il n'y a plus de coton, c'est 100% polyester, mais ce n'est plus effilochable, si je puis dire. Et donc on ne peut plus passer par le biais du recyclage mécanique. Donc à ce moment-là, on est bien obligé de trouver une autre solution, et on a donc trouvé une solution au niveau de la plasturgie. Et donc on a 9 flux qui ont été sélectionnés. Les 2 premiers, c'est du end of life, donc du fin de vie. Santexvel, c'est des couvertures, en fait. Santexvel est certifié pour les Nations Unies en ce qui concerne tout ce qui est certains matériaux pour les camps de réfugiés, dont les couvertures. Donc on a plein de couvertures aussi usées, enfin employées, qu'on peut tester. Bon, c'est un. 2, l'autre fin de vie, ça a déjà été énoncé brièvement par Daniel aussi, donc c'est en fait le clean room. Ça veut dire qu'une veste en fait en microfibre, 100% polyester. On n'a rien changé à cette veste, on a tout laissé dessus, les bords-côtes aussi, les logos, tout, on a tout mis le truc à la déchiqueteuse, parce qu'autrement, si on commence à fignoler, ça coûte de l'argent et ça ne rapporte plus, et hop, le modèle est défoutu. Donc, on a mis ça, hop, j'y reviens aussi. On l'a mis donc à la déchiqueteuse. Et puis, il y a 7 flux aussi donc, de différentes sociétés, franco-belges en fait, et toujours d'autres origines. Hein. Je vous le laisse lire, c'est très divers, mais donc jamais effilochable et jamais recyclable par le biais du recyclage mécanique. Qu'est-ce qu'on a fait? Brièvement, on l'a déjà dit, donc j'irai rapide, ce sera rapide. Là où il faut encore couper les pièces, on les coupe pour obtenir des fibres. Si on a des fibres, on les coupe et puis on les effiloche pour obtenir des fibres. Si on a des fibres en direct, comme par exemple chez Dumortier, on avait donc des chutes de filature, c'était des fibres libres, si je peux dire. Cela, il faut forcément, on n'a plus besoin de ces process-là, on passe directement aux fibres, qu'on doit parfois de temps en temps pas compacter parce qu'elles ne passent pas à la trémie de l'extrudeur. Si elles glissent dans l'extrudeur, on ne fait rien. C'est un frais qui est donc épargné, hein, qui est donc éliminé, mais parfois on doit les compacter. Vous allez le voir en fin de salle, il y a certains flux qui sont compactés pour être très bien touchés. C'est encore à l'extérieur, c'est fibreux, c'est une sorte de... Mais le centre, en fait, est déjà assez dur. C'est parce qu'en fait, il y a une certaine... Ça glisse mieux quoi, dans la trémie. C'est du pratique. Et puis ensuite, on rentre donc dans l'extrudeuse pour faire donc des granulés, qui eux, alors, seront, et ça on a déjà dit, seront convertis en filaments, en feuilles, si on veut, ou en profil. En fait, on a tout fait. On a fait les 3, à moins qu'on a toujours su faire les 3. Les filaments, c'est plus ou moins un décitex qui tourne autour des 400 décitex. Donc c'est un décitex pour un tissu, pour une toile, c'est pour un tissu technique, pour un produit technique. Pas vraiment encore le vêtement, c'est un peu trop lourd déjà pour le vêtement, mais donc par exemple pour faire des toiles, pour dire quelque chose, ce serait parfaitement faisable. Et pour le fin de vie, c'est la même chose, à part que forcément ici, il y a un process step, hein, une étape en plus, le removal of the hard parts qui tue d'ailleurs le sujet, à moins que forcément ici, les designers, les grandes maisons de couture commencent à penser en éco-design, hein, pas seulement avec les petites fleurs et tout ça, machin, chouette, mais donc vraiment les techniques, pour vraiment essayer d'éliminer les points durs. Parce que nous, on a déjà pu constater que quand on peut faire cela, ça s'améliore. Je veux dire, le prix de revient s'améliore. À part ça, le reste la même chose. Ce qui est important, en fait, chez nous, ça c'est pour l'approche économique, c'est plus alors quand même mon rayon. Tout ce qui est le recyclage mécanique, en fait, la vie était simple. Le jour où on pouvait boucler la boucle, on savait qu'en fin de parcours, il y avait un fil à refaire. C'est-à-dire, on devait refaire un fil, par exemple, un 30 par 1. On savait que ça, c'était le standard commercial à viser. Donc, dès qu'on pouvait produire un fil, par exemple, un 30 par 1 en polyester-coton, on savait qu'on était dans le bon. Parce qu'ensuite, il y avait un marché derrière, c'était résolu. Par contre, quand on parle de la plasturgie, là, en fait, c'est plus difficile dans ce sens que, en fait, on peut forcément, nous, au VKC, on peut produire des filaments, on peut produire des granulés, on peut produire tout ce qu'on veut, mais en fait, le marché, à moins qu'on se remette dans le textile, ce qu'on a fait en partie, mais pas seulement, là, il y a encore un point d'interrogation, et donc, ici, encore toujours, on est en demande, donc s'il y a des industriels dans la salle qui se sentent appelés, eh bien, parlez-moi après la réunion, parce que là, en fait, les marchés, c'était moins clair.
Hein, c'est comme l'avion qui va en fait atterrir. Dans le recyclage mécanique, on voyait la piste où on allait atterrir. Ici, on va atterrir, mais on est dans le brouillard. Donc, on ne sait pas vraiment s'il y a une piste au fond du brouillard. Donc là, on est encore à la recherche d'applications en plasturgie pour le 100% polyester. Pardon, voilà. Ça, j'ai déjà expliqué, on ne va plus trop y reparler. Ça, c'est les photos, mais bon, Daniel en a montré aussi. Donc, c'est le clean room qui a été donc déchiqueté, et puis ensuite, on a refait des fils. Comme je dis, les matériaux sont exposés derrière. Même chose, ça c'est Berry Global ici dans le nord de la France. Ça c'est des matières cardées mais sous forme de feuilles. Là les feuilles sont vraiment déchiquetées, elles sont glissantes, donc il ne faut pas les compacter, donc elles glissent directement dans la trémie et on peut directement faire des fils. Ici on voit l'impact aussi c'était le seul grand problème qu'on a encore vraiment vu au niveau d'application pilote industrielle. Daniel l'a dit aussi, c'est le séchage. On devrait encore mieux sécher. Parce que ça c'est pas la gloire, hein. Ça devrait être mieux. Et c'est dû, entre autres, en fait, au séchage et la recristallisation, s'il faut, du polyester. Bien. Ensuite, dans le thermoplastique, où en sommes-nous avec nos marchés? Parce qu'en fait, c'est là qu'on est encore toujours un tout petit peu en demande, si je puis dire. Mais en ce moment, on travaille avec de Pôtre-Frères, qui nous a aussi livré des matières premières. Et on est en train de produire un fil, donc une trame. Une trame, donc dans les 300 plus loin, entre 300 et 400. Ce sera pratiquement un 400 décitex qu'on va insérer à nouveau dans leurs produits. Donc on mettra ça dans la trame. C'est du 100%. Pour le moment, on a fait cette trame, on l'a fait à 100%, mais je crois qu'on va essayer de rajouter quand même du virgin. Pourquoi? Parce qu'on veut quand même en fin de parcours avoir un produit commercial, hein, qui puisse vraiment tenir la route, aussi au niveau de ténacité. Les fils qu'on produit ont une bonne ténacité, mais ce n'est pas encore commercial assez. Donc le jour où on va vraiment dans le commercial, il faudra rajouter du virgin, hein, de matière vierge un petit peu, pour vraiment mettre pile poil les données techniques. Kiabi, on est encore en discussion. Ils veulent faire des cintres. Donc ça, je ne peux pas encore dire grand-chose parce que je dois encore avoir l'accord. Par contre, de Pôtre-Frères, on est en route. Les tests sont planifiés. Nefilatech, ça c'est une société de 3D. Ça, je peux vous dire, on a essayé de faire du 3D. On a eu la main heureuse. On a su faire du filament. Ça, je ne l'ai pas exposé là derrière parce qu'ils vont disparaître. Donc je l'ai mis dans la voiture. Si vous voulez voir, je peux vous le montrer après. Mais donc ça a bien marché. Donc on a fait des tests pratiques aussi en 3D. On voit les photos après. Donc, mais on a produit du fil donc monofilament. Daniel a montré la photo de la production au VKC. Et donc on est en test maintenant ici pour le 3D. Ça va bien marcher. Hein. Les premiers tests sont déjà derrière nous, tests industriels. Ça semble aller bien. Ce n'est pas encore forcément la gloire la plus complète, mais ça va. C'est quand même assez prometteur. Serviplast, c'est wallon, mais on attend encore toujours une réponse. Par contre, l'ANSAF aussi, 3D printing. Et ANSAF, c'est donc l'École nationale supérieure des arts visuels, on appelle ça en Belgique, l'école Lacambre, c'est la grande école design côté francophone en Belgique, qui eux vont nous faire un projet out of the box en disant voilà, je vous donne le 3D et vous m'inventez des produits incroyables auxquels moi je n'aurais pas osé penser. Quitte à avoir une approche artistique du projet, une fois en dehors du cadre des techniciens que nous sommes. Donc ici, s'il y a d'autres industriels qui se sentent appelés, parlez-moi cet après-midi, je suis ici jusqu'à plus ou moins au coucher du soleil. Ça sont les photos, j'espère que Nefilatech aura... Je ne sais pas il est en salle, Nefilatech. Vous êtes ici? Il n'est pas là. Il m'avait promis de ramener la pièce. En fait, ce sont les pièces qu'il a produites, c'est des premiers tests en fait. Et ça, c'est la machine 3D sur laquelle on a testé le filament, donc, et qui sera aussi testé à la Cambre. Quels sont les projets encore en cours, les chaînes de valeur qui sont en route, dirais-je? Forcément, je vous ai assez parlé, même beaucoup parlé de l'éco-design. Nous avons une petite chaîne de valeur. Je la considère comme étant une chaîne de valeur complète, en bonne et due forme, avec Van Moer, Wertogo, qui est un producteur de fils destructibles, résorbables, comme on dit en français, et nous, et le même centre social pour le délissage. Donc on a produit les vêtements, donc, voilà, un vêtement de ce type-là, mais donc où les coutures stratégiques, par exemple celle-là, où je vais essayer de vous montrer, en fait, hein, où en fait le pan dans lequel sont apposés les différents boutons pression, en fait sont piqués sur le corpus en fait, du vêtement avec un fil résorbable. Donc le fil résorbable est beaucoup plus cher que le fil normal, mais donc en fait on va là où il y a des coutures stratégiques pour permettre un délissage rapide, en fait ces piqûres-là ont été faites avec donc ce fil résorbable de la compagnie Wertogo. Hier, ça se met au four à micro-ondes. Hier après-midi,
Daniel et moi on s'est amusés à remplir des fours à micro-ondes aux Pays-Bas. Donc pour mettre, parce qu'on a fait donc 25 vestes hospitalières standards de référence et on a fait 25 vestes hospitalières donc avec Van Moer avec des piqûres stratégiques. Vous voyez ce que je veux dire, les piqûres stratégiques, hein, on peut vraiment enlever rapidement le logo, rapidement enlever le pointu. Donc on a mis tout au four hier, on a tout ramené et donc en fait on va délisser cette semaine. Vous serez briefé sur cela au mois de mai. Il paraît qu'il y a encore un atelier au mois de mai, donc là je vous promets de tout vous dire. Et ensuite il y a encore éco-créativité, ça j'ai déjà dit, c'est en fait la chaîne de valeur out of the box, hein, out of the box, avec l'École nationale des arts visuels à Bruxelles, en fait qui vont nous essayer de faire des produits auxquels nous n'aurions jamais osé penser. Voilà, merci. Bon, j'ai oublié de citer dans les chaînes de valeur tout à l'heure le Mailleux, si tu peux te lever. Voilà. Alors, donc effectivement, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'aspect technique, l'aspect économique. Et là, on va aborder l'aspect environnemental. Je te laisse te présenter. Ok, donc bonjour à tous. Donc je suis Romain Breuil, je suis consultant ACV et éco-conception au CD2E. Et donc j'interviens sur le projet RETEX sur la partie en fait environnementale, évaluation environnementale et création de données environnementales sur le recyclage textile. Donc je vais vous présenter un peu le travail que je réalise dans le cadre du projet sur toute cette partie évaluation environnementale. Donc mes objectifs, c'est au-delà de créer dans le projet, au-delà de créer des chaînes de valeur de recyclage environnemental, de recyclage du textile, c'est de s'assurer de la plus-value environnementale de ces procédés de recyclage. Et donc, de mesurer cette plus-value environnementale. Et, dans un second temps, de développer aussi également des données environnementales qui seront réutilisables, qui prouveront justement ce bénéfice environnemental. Et donc pour ça, je réalise dans le cadre du projet 10 inventaires de cycle de vie. Donc ça, je vais vous expliquer un peu plus tard en quoi consiste un inventaire de cycle de vie. Mais comme vous l'a présenté Pierre juste avant, donc il y a 3 chaînes de valeur qui sont étudiées. Le recyclage mécanique coton-polyester de déchets post-consumer, donc de blouses professionnelles. Le recyclage mécanique de déchets 100% coton issus de chutes industrielles. Et tout le recyclage plasturgique. Et donc sur le recyclage mécanique coton-polyester, il y aura 2 inventaires qui seront créés. Sur le recyclage 100% coton, 2 inventaires de fils également qui seront créés. Et les 6 derniers fils seront créés sur le recyclage plasturgique. Les 6 derniers inventaires, pardon. Donc comment je procède pour mesurer ce bénéfice environnemental? J'utilise l'analyse de cycle de vie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse de cycle de vie, c'est un outil d'évaluation, de calcul des impacts environnementaux multicritères. Donc on parle de multicritères parce qu'il n'y a pas uniquement l'impact sur le changement climatique qui est étudié, mais il y a toute une série d'impacts environnementaux qui sont étudiés sur les écosystèmes, sur la santé humaine, sur les ressources. Et on est sur une méthode d'évaluation des impacts des produits et services multi-étapes, parce qu'on va prendre en compte tout le cycle de vie de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Et donc c'est un outil qui est cadré par des normes, qui sont les normes ISO 14040 et ISO 14044. Donc les normes, en fait, elles décrivent l'analyse de cycle de vie en 4 étapes. La première étape, ça sera la définition des objectifs et du cadre de l'étude. Donc c'est là que vous allez définir pourquoi vous faites cette étude environnementale. Est-ce que c'est pour de l'éco-conception? Est-ce que c'est pour uniquement avoir une image, un screening des impacts environnementaux de votre produit? Est-ce que c'est pour faire de l'affichage environnemental? Et c'est là aussi que vous allez définir la fonction que vous voulez étudier, en fait, le produit que vous allez étudier. Donc, et le périmètre de votre étude, toutes les étapes du cycle de vie que vous allez prendre en compte, les indicateurs que vous allez étudier, etc. La seconde étape, ça va être sur la base de ce périmètre que vous aurez défini, ça va être de créer l'inventaire du cycle de vie de votre produit. C'est-à-dire collecter toutes les données entrantes et sortantes du périmètre de votre étude. À partir de cet inventaire de cycle de vie, vous allez modéliser ça dans un logiciel d'ACV qui va vous permettre de calculer les impacts environnementaux du cycle de vie de votre produit. Et la dernière étape, l'étape 4, ça va être l'étape d'interprétation de ces impacts environnementaux. Donc, dans le cadre du projet, ce qui va particulièrement nous intéresser, ça va être de créer de la donnée environnementale pour qu'elle puisse justement être réutilisée dans le cadre d'analyse de cycle de vie.
Et donc ça va être de réaliser des inventaires des process de recyclage qui vont être développés dans le cadre du projet. Donc pour vous présenter un peu plus en détail en quoi consiste l'inventaire de cycle de vie. Donc au milieu, c'est une représentation schématique du périmètre de votre étude. Vous avez toutes les étapes du cycle de vie de votre produit. Et en gros, l'inventaire de cycle de vie, ça va consister, dans le périmètre de cette étude, à mesurer tous les flux entrants, qu'ils soient des flux matière, des flux énergie, ou même toutes sortes de flux, et également mesurer tous les flux sortants, que ce soit les flux déchets, que ce soit les émissions directes dans l'eau, dans le sol, dans l'air, et également tous les produits et coproduits. Donc à partir de cet inventaire, vous allez pouvoir modéliser tout ça dans un logiciel spécialisé qui va vous permettre de calculer les impacts environnementaux. Donc ça, on l'a réalisé sur les différents cas d'études qu'on a étudiés dans le cadre du projet. Et je vais vous présenter le cas d'étude de la chaîne de valeur coton-polyester que vous a présenté Pierre juste avant, donc qui est sur des déchets post-consumer, en fait des blouses professionnelles qui sont recyclées. Et donc là, c'est le périmètre de l'étude. Donc les différents acteurs de la chaîne de valeur, Van Moor qui va fournir le flux déchets, Arcor qui va se charger du délissage, donc le délissage manuel, Minot, recyclage textile qui va faire tout ce qui est effilochage, et Utexbel qui va faire la filature. Et en fin de chaîne, on va obtenir un fil coton-polyester de numéro métrique 30. Donc dans le cadre de cette étude, on aura défini l'unité fonctionnelle. Donc en fait, ça va être la base. On va mesurer tous les entrants et tous les sortants qui vont permettre de répondre à cette unité fonctionnelle. Et l'unité fonctionnelle, ça va être produire 1 kg de fil qui va répondre aux caractéristiques qui sont précisées juste en dessous. Donc un fil coton-polyester avec 25% de fibres polyester-coton issues du délissage et de l'effilochage. 25% de fibres polyester issues de déchets industriels, de chutes industrielles, et 15% de polyester issus de bouteilles recyclées. Et pour le coton, comme vous l'a expliqué Pierre juste avant, en fait, comme on est sur des vêtements professionnels qui ont subi des lavements industriels, les fibres de coton sont trop dégradées pour être réutilisées en sortir d'effilochage. Donc on va utiliser des fibres coton, 35% de fibres coton vierges. Donc en fait, le travail consiste à chaque étape du périmètre de l'étude à définir en fait les choix technologiques qui ont été faits. Donc par exemple pour le délissage par Arcor, on est sur un process assez simple qui est un délissage manuel. Et donc de définir les différentes étapes du process et pour répondre à ce processus, collecter toutes les énergies, matières et autres flux entrants et toutes les émissions, déchets et flux sortants. Donc on est allé voir en fait chaque industriel de la chaîne de valeur, on est allé visiter leur site pour bien se rendre compte du process qui est mis en place pour chaque étape et pour bien prendre en compte et collecter toutes les données. Donc pour Arcor, c'est assez simple en fait, vu que c'est un délissage manuel, il y a juste les flux entrants de déchets textiles, les énergies consommées sur le site et en sortie le flux de textiles délissés et éventuellement tous les déchets, que ce soit tous les points durs en fait, qui sont éliminés au cours du délissage et les traitements qui sont associés à ces points durs. Bon, le même processus pour Minot sur l'effilochage, sauf qu'on est sur un processus beaucoup plus complexe, du coupage, tout ce qui est alimentation des silos, effilochage, la presse, l'emballage des fibres en fin de process pour l'envoi vers la filature. Donc là c'est pareil, on a collecté toutes les données entrantes, donc la matière délissée qui est reçue, toutes les énergies consommées dans le process, que ce soit pour le process de délissage, la presse, le découpage, etc. Toutes les autres consommations spécifiques au site, tout ce qui est chauffage, etc. L'emballage, tout l'outillage qui est utilisé, les effilocheuses, les presses, etc. Et en sortie, les balles de fibres coton-polyester, les déchets qui sont produits au cours de l'effilochage, donc les pertes textiles, les restes qui peuvent rester après le délissage de boutons ou de fermeture éclair, et les traitements associés, et toutes les émissions directes de poussière, etc. du site.
Voilà, UTXBel, pareil pour tout ce qui est la filature. Donc la préparation des fibres en sortie, à la réception des balles, le cardage, l'affinage, le filage et enfin le stockage. Et donc là, dans le cadre de l'étude, on s'arrête là parce qu'on considère que en fait, la fibre, le fil qui sera issu du process de recyclage sera équivalent dans ses caractéristiques à un fil vierge et que donc en fait les impacts liés au tissage seront identiques pour les différents types de fibres. Et donc toujours le même process de collection des matières entrantes, des énergies, du packaging, de tout l'outillage et en sortie votre fil, votre kilo de fil, les produits, les déchets associés à la production de ce fil, leur traitement et les émissions du site. Donc enfin, à la fin, on obtient du coup un inventaire qui va permettre d'agréger toutes ces informations de consommation d'énergie, de consommation matière, et qui vont ensuite nous permettre de modéliser notre cycle de vie sur un logiciel spécialisé, en l'occurrence CIMAPRO, afin de calculer nos impacts environnementaux. Bon, là, je vous montre la comparaison du coup entre le fil recyclé qu'on a étudié dans le cadre de la chaîne de valeur, donc c'est le fil en gris clair, et un fil vierge en coton polyester avec des caractéristiques équivalentes. Bon, là, il y a toute une série d'indicateurs, c'est pas forcément très facile à lire, mais si vous regardez l'indicateur qui est tout à gauche pour vous, c'est l'indicateur finalement le plus parlant pour chacun, c'est le changement climatique, l'impact CO2. Et en fait, dans cette étude, on voit une diminution de 25% de l'impact CO2 pour le textile issu du process de recyclage. Sachant que ces chiffres ne sont pas encore tout à fait définitifs, mais je vous les montre quand même à titre indicatif. Et après, ce qu'on peut faire, c'est aller plus en détail sur notre fil issu du process de recyclage coton-polyester et regarder un peu plus en détail d'où sont issus les impacts sur ce fil. Et en fait, si on reprend l'indicateur tout à gauche sur le changement climatique, on se rend compte que la partie la plus foncée, en fait, ça reste finalement l'ajout de coton 100% vierge. En fait, près de 65% de l'impact du fil recyclé est lié à la production du coton vierge, ou 35% de coton vierge qu'on ajoute à la production du fil recyclé. Donc en fait, il y a encore une belle marge de progression si on pouvait inclure du coton recyclé, des fibres de coton recyclé dans ce fil recyclé. Donc voilà, l'idée c'est qu'à la fin du projet, il y aura ces 10 inventaires de produits issus du recyclage textile qui seront disponibles sur la base de données matériaux du site du projet, donc 12euretex.eu. Donc pour rappel, 2 inventaires de fils coton-polyester recyclés, 2 inventaires de fils 100% recyclés et 6 inventaires de produits issus du recyclage plasturgique, dont les chaînes de valeur sont encore en cours d'investigation. Donc voilà, merci pour votre attention. Donc là, on aura une présentation du CETI d'abord en PowerPoint et ensuite une visite du CETI, donc la plateforme de recyclage. Donc Mara, qui est sortie juste à l'instant, va faire la présentation. Simplement sur le plan pratique. Des gens qui sont arrivés de bonne heure ce matin n'ont pas eu leur bracelet parce qu'il y avait un nombre limité de places. Bon, je pense comme il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés ou qui ne sont pas venus, il y aura peut-être effectivement de la place pour tout le monde. Notamment, il y avait des gens qui avaient déjà visité et qui ont dit bon, je ne revisiterai pas s'il n'y a pas de place. Ceux qui n'ont pas pris leur bracelet, ceux qui ont pris leur bracelet, ils prennent leur casque et puis ils attendent. Et puis ceux qui n'ont pas pris leur bracelet, il y a un appel rapide pour s'assurer que ceux qui l'avaient demandé, ils ont bien de quoi visiter. Donc il y a Guillaume qui est avec les bracelets rouges et puis Mara qui va faire la présentation. Est-ce que tu peux aller la chercher parce que c'est elle qui... Tu vas chercher Mara. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc voilà. Et donc c'est Mara qui va faire cette présentation qui sera sur parce qu'en fait on va pas tous se masser devant la carte ou devant le process de filature parce qu'il y a voilà, 80 personnes devant, ça va être un peu compliqué. Donc on fait 2 groupes de 40 qui font les chemins inversés.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la matinée sur les chaînes de valeur de Retex avant que Mara arrive? Est-ce que vous avez des éléments à apporter, des précisions à demander? Ou vous voulez rencontrer les personnes directement devant les échantillons? Pas de questions? Pas tout de suite? Pas tout de suite. Je m'adresse à Serge parce que c'est un habitué. Mais bon, ok. Bon, moi, si, question pratique. Les présentations seront envoyées. Oui, tout à fait. Avec un questionnaire de satisfaction, parce que là, comme toute la journée est assez complémentaire, vous voyez qu'ici, vous avez des chaînes de valeur qui sont... qui présentent un intérêt d'approche économique et environnementale accessible, mais qui démontrent aussi le fait que des matières qui sont un peu mélangées, diffuses, enfin, des gisements diffus sont beaucoup plus compliqués. Et c'est pour ça qu'on s'est proposé de présenter en tout cas des objets, des expérimentations qui ont été faites avec des matériaux plus diffus, qui sont potentiellement à haute valeur ajoutée, avec des potentiels liés à d'autres types de procédés, qui permettront d'absorber des matières plus difficiles à traiter que des matières parfaitement pures, coton ou polyester. Donc là, je vais laisser la parole à Mara pour présenter le CETI dans son ensemble et avec la visée de... c'est celui-là, pardon, excuse-moi. De présenter la plateforme de recyclage de Visu. Merci Mara. Bonjour à tous. Comme ça tu penses? Très bien. Donc je vais présenter un peu ce qu'est le CETI. Je vais d'abord me présenter moi. Donc je m'appelle Mara Poggio, je suis en fait business manager économie circulaire au sein du CETI et je vais vous présenter tout l'ensemble de nos activités. Donc le CETI, c'est un centre de recherche et de développement. On est spécialisé dans la recherche appliquée, donc notamment dans le prototypage. Donc on conçoit, on prototype et on fait du transfert industriel sur les matières et produits textiles. On a une audience qui est multinationale et multimarché, notamment on a 37% de notre chiffre d'affaires qui est fait dans la mode, le luxe et le sportwear, et une partie très importante aussi faite dans l'hygiène. Donc on a à peu près en fait 3/3 dans les autres industries, l'hygiène et la mode. On tend à être de plus en plus international. Là, c'est les chiffres de 2018 qui n'ont pas encore été réactualisés sur 2019, mais notre part sur l'international tend vers les 51%. On intervient en fait pas sur la recherche fondamentale, mais bien sur la preuve du concept, donc notamment le prototypage. Donc on va faire tout ce qui est démonstrateur de concept, tout ce qui est recherche technologique, et enfin le prototypage à proprement dit pour nos clients. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment de la prestation de service. Nous sommes organisés en fait sur 3 plateformes différentes. Donc une sur la performance des matériaux fibreux, une sur la révolution design 4.0 et la dernière sur le développement éco-responsable. Donc on verra justement la partie qui est en vert tout à l'heure dans la visite, qui est donc la plateforme de recyclage. Donc sur la performance des matériaux, on a différentes façons de performer avec le filage tricomposant, les non tissés, et ensuite on va avoir tout ce qui est non tissé 3D et plutôt ce qui est couche épaisse en airlay. Sur la partie digitale, on va plutôt travailler sur les co-créations, sur les nouvelles expériences clients. On va être aussi sur les conceptions et design zero waste en 2D et 3D, donc notamment le prototypage 3D qui permet en fait de pouvoir diminuer le nombre de prototypes faits d'un produit pour avoir un tombé juste. On va travailler aussi sur l'intégration de nouvelles fonctionnalités au textile. On va être plutôt sur les smart. Augmenter la réalité virtuelle pour les prototypages collaboratifs et ensuite la personnalisation et les circuits courts intégrés. Et dans le dernier
le dernier pôle, on va plutôt travailler sur tout ce qui est économie circulaire, pardon. Donc l'éco-conception, les fibres éco-conçues et les traitements de fin de vie des produits. Donc là, c'est une brève illustration de la plateforme de filage en mono, bi et tricomposant. Donc c'est assez unique en Europe, on est deux à avoir ce genre de machine, ce qui nous permet en fait de créer des filaments de différentes sortes, avec différentes formes et des inclusions de composants différents pour pouvoir... on fait même aussi des micro et nano-fibres grâce à justement des dispositions telles que l'île en mer ou des AMPO en fonction des besoins. On a donc une ligne de compound, une ligne de filage et une coupeuse filamentaire. Sur la ligne de nos tissés, on va avoir différentes aussi technologies. Donc, notamment pour former le voile, on va avoir une façon de faire en voie fondue et une façon de faire en voie sèche, donc mélange de fibres ou extrusion de filaments. Et on va avoir différentes façons en fait de lier, donc de consolider les voiles qui vont être formés, qui vont former le non-tissé. Donc on va avoir le jet d'eau, l'aiguilletage et le four. Et on a le fameux Airlay qui nous permet en fait de, c'est un peu un aval-tout, il permet de recycler pas mal de fibres et de déchets. Ensuite, on a la plateforme 3D. Donc, la plateforme 3D, en fait, c'est notre outil qui nous permet, donc, en partenariat avec Lectra, de prototyper en 3D les différents vêtements et de faire les patrons pour faire que le tombé soit juste. Et on a, en fait, une application qui nous permet, en fait, de nous relier en réalité virtuelle pour pouvoir en fait modifier directement le patronage sur un mannequin à taille réelle. Donc devant nos yeux, on vient et on dessine. Et donc ça permet aussi une personnalisation du client sur le produit qui est en train d'être développé. Enfin, on a la plateforme en fait de recyclage où on va passer en fait de l'étoffe à la fibre et de la fibre au fil, qu'on verra tout à l'heure. Mais on a aussi la possibilité, nous, au CETI, de passer de la fibre donc, au non-tissé via notre voie sèche. C'est-à-dire on passe dans une grande carde et on vient consolider, ou on passe dans l'Airlay et on vient consolider. Notre positionnement stratégique qui s'est porté sur, justement, se baser sur les recherches qui ont été faites et s'orienter vers le polyester recyclé mécaniquement, le coton recyclé mécaniquement et le PLA. On travaille dans de grands projets qui font parler d'eux et que vous avez peut-être entendu parler. Donc le projet Rewind avec Decathlon qui a pour but en fait de refaire un pantalon pour la marque Soloniac à partir du recyclage de vêtements en coton. Le projet pour Okaidi qui arrive presque à terme parce qu'on est dans la phase de production. Donc là, c'était pareil, c'était de refaire une collection de capsules à partir de vieux vêtements en coton. Et le projet FreeWeb qui est en fait un projet où on a participé en tant que prototypeur sur le recyclage des EPI, notamment les vêtements les plus compliqués qui étaient en fait... les EPI de protection et haute visibilité, donc avec des bandes rétro-réfléchissantes et beaucoup de points durs. Donc on a travaillé sur des débouchés possibles à ces produits-là. Et on est aussi acteur d'un projet H2020 qui est le projet React, qui est donc le recyclage des stores en acrylique, donc avec toute une partie où on vient retirer les impuretés pour ensuite recycler mécaniquement l'acrylique pour en refaire du fil. Donc juste une petite donnée par rapport à ce que disaient les précédents intervenants, c'est que donc, nous, on a travaillé dans le cadre du projet avec Decathlon, donc le projet Rewind, on a travaillé avec La Roche pour prototyper une ligne qui nous permette justement de traiter les fibres courtes. Donc il faut savoir que cette fameuse effilocheuse qui traite mieux la fibre et qui apprécie la fibre, on l'a nous au CETI et elle nous permet en fait d'obtenir des longueurs de fibres beaucoup plus importantes
qu'un effilochage classique. Ce qui nous permet en fait de faire la filature de ces fils qu'on n'aurait pas pu faire avant sur un effilochage classique. Voilà. Donc sur, par exemple, le projet Okaidi, nous on est arrivé à faire un fil en NM40 pour du t-shirt enfant hiver avec 60% de recyclé, donc de fibres issues de vieux vêtements et 40% de coton vierge. Donc un fil en 100% coton, sans ajout d'élastane et voilà, qui va être en rayon en septembre 2020. Voilà. Et donc, ce à quoi on s'attaque maintenant, c'est vraiment les alternatives au cuir animal, donc notamment les cuirs végans et le recyclage des cuirs, donc ce qu'on traite soit par effilochage, soit dans les non-tissés. Et on a toute une partie pour une vision un peu plus globale sur la traçabilité avec une labellisation et des certifications. On travaille notamment avec des ONG, on fait le management du data, pour avoir un package complet sur toutes nos compétences au CETI. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant qu'on entame la visite? Très bien. Eh bien, je vous propose de vous orienter vers le hall, sachant que moi j'ai l'équipe jaune.